physique, là, en l'occurrence. Donc dès 1897, il a démontré expérimentalement l'existence des électrons en tant que particules chargées négativement. Donc ça, c'est deux points importants. C'est un point important. La notion d'une particule élémentaire dans l'atome qui est un électron, qui sont les électrons, et qui sont individuellement chargés négativement. En 1906, il a prouvé que l'hydrogène ne contient qu'un seul électron. Et en 1912, il a réussi à séparer par leur masse deux isotopes du néon. Alors vous savez déjà ce que c'est qu'un isotope. Deux isotopes, on en reparlera, il y a un paragraphe spécial là-dessus pour vous rafraîchir la mémoire. Je vous rappelle que deux isotopes, ce sont deux atomes qui possèdent le même nombre de charges, c'est-à-dire le même numéro atomique, mais qui diffèrent par leur nombre de neutrons. Je redirai la définition plus tard. Donc il a réussi à séparer deux isotopes de l'atome de néon et il a mis comme ça, il a créé les bases d'une technique qui est toujours très importante en chimie, qui est ce qu'on appelle la spectrométrie de masse, qui est utilisée en particulier en chimie analytique. C'est une technique extrêmement importante. Donc pour démontrer l'existence des électrons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exploité un tube cathodique. Donc un tube cathodique, vous vous rappelez peut-être avoir vu au moins sur des images d'archives, ou peut-être aviez-vous ça quelque part dans un coin de votre grenier ou de votre garage, les télévisions de jadis, celles qui n'étaient pas à écran plat, celles qui avaient une profondeur importante. La technique sous-jacente, c'était le tube cathodique. Donc il a travaillé sur un tube cathodique. Un tube cathodique, c'est quoi? C'est une enceinte dans laquelle il y a un vide très poussé. Donc il n'y a quasiment pas d'espèces atomiques ou moléculaires à l'intérieur du tube cathodique. Donc c'est plein de vide. Et puis il y a deux bornes, une cathode et une anode. Et ce qu'il a pu mettre en évidence, c'est que quand la différence de potentiel entre la cathode et l'anode est suffisante, donc je rappelle que la cathode, c'est ce qui est relié, c'est la borne positive, mais c'est ce qui, enfin c'est là qu'est la borne positive et c'est relié donc à la borne négative d'une batterie. Donc à la différence de potentiel entre les deux, quand la DDP entre les deux est suffisamment importante, qu'est-ce qui se passe? L'anode capture des électrons qui viennent de la surface de la cathode. Donc la surface de la cathode, c'est métallique. Ici, c'est une cathode métallique. Et l'anode donc capture les électrons qui viennent de ça. Et ce qu'il a fait aussi, pour le mettre en évidence, c'est qu'il a mis ici, sur l'extrémité du tube cathodique, il a mis une substance phosphorescente, donc qui est sensible justement à la présence d'électrons. Et ces électrons sont projetés sur la surface ici de la surface du tube cathodique, et lorsque la substance phosphorescente est bombardée par des électrons, elle s'illumine, d'accord? En tout cas, le point d'impact s'illumine, et ça montre la présence d'espèces négatives, d'espèces qui l'ont excité. Donc, vous pourrez trouver sur Internet un certain nombre de vidéos, soit avec le tube cathodique réel, reproduit tel que celui qu'avait l'appareillage expérimental tel que celui qu'avait fabriqué et considéré Thomson, ou sinon, comme ce que je vais vous montrer là, une simulation, si ça veut bien marcher. Donc ça, c'est une simulation. J'ai mis sur le support. Donc ça, c'est l'expérience la plus sophistiquée de Thomson. On va regarder de près de quoi il s'agit. Donc vous avez un tube cathodique, ici, plein de vide. Ici, vous avez donc d'abord ici, là, pardon, vous avez la cathode, là, vous avez la partie anode, et vous avez en plus un champ magnétique. Donc ça, c'est l'expérience la plus poussée de Thomson, puisque vous savez que la lumière en particulier, ce sont des radiations électromagnétiques. Donc ici, il a créé une radiation électromagnétique, donc avec une partie électrique ici, et une partie magnétique grâce à l'aimant.
Ça, c'est une simulation. Donc, quand on voit ici ce petit trait vert, ça simule la trajectoire des électrons. D'accord? Ça simule parce que les électrons, ils sont invisibles. Et donc ça, c'est juste une simulation. On ne voit pas en réalité les électrons. Tout ce que voyait Thomson, puisque ici, il y avait une substance phosphorescente, tout ce qu'il voyait, c'est non pas la trajectoire des électrons, mais il voyait où est-ce que les électrons venaient taper sur l'écran. C'est vraiment le principe de la télé de jadis. C'est un canon à électrons et qui envoie des électrons à une position bien précise de l'écran. Donc quand les électrons arrivent ici, pouf, ça allume une couleur grâce à la substance phosphorescente. Donc ça, c'est l'expérience la plus sophistiquée. Et donc ce qu'il a mis en évidence, donc là on vous explique qu'il y a un champ magnétique, électromagnétique, etc. Et ce qu'on va voir ici, c'est que vous avez le faisceau de l'électron qui va être dévié par le champ magnétique. Donc on vous explique ici, on vous rappelle avec les règles usuelles en magnétisme, comment normalement on s'attend à ce que les électrons diffusent. Et donc les électrons sont sensibles, qui sont créés justement, qui sont arrachés de la partie cathodique. Les électrons, donc vous avez cathode-anode, les électrons sont sensibles justement au champ magnétique et à l'application du champ électrique aussi. Et ils sont déviés en fonction de l'intensité des deux. Et quand vous avez un équilibre entre champ magnétique et champ électrique, vous avez des électrons. Quand vous avez un équilibre des forces électriques et magnétiques, vous avez les électrons qui viennent taper pile au milieu de l'écran. Donc les électrons sont déviés en fonction de la différence de potentiel qui est la force électrique ici, et puis également déviés en fonction de la force magnétique et qui s'oppose, puisque le champ est perpendiculaire, à la force magnétique, elle est perpendiculaire en fait au champ magnétique, aux lignes de champ. Donc vous avez ici la démonstration que les électrons, ce sont des particules expérimentales, que les électrons sont des particules chargées. Que les électrons sont des particules chargées. Donc elles changent de direction sous l'influence de ce champ électromagnétique. C'est donc cette démonstration-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Non, j'ai à peu près tout dit. Donc, dans vos notes ici, vous avez noté que là, vous avez l'application d'un champ magnétique. Les deux plaques ici permettent d'appliquer un champ électrique. Et là, vous avez la cathode et ici l'anode qui permettent, puisqu'il avait démontré avant que des électrons de la cathode étaient arrachés et projetés vers l'anode, donc ça envoie un flux d'électrons qui sont sous l'influence de ce champ électrique et de ce champ magnétique. Donc, vu les orientations des pôles nord et des pôles sud, et puis de la différence de potentiel, vu l'orientation aussi du champ électrique, il a pu démontrer, d'après des règles d'électromagnétisme simples, que ce sont bien des particules chargées négativement qui sont sous l'influence de ces deux champs. Et il a aussi montré, oui, c'est ça que j'allais oublier, il a aussi démontré par d'autres manips que le rapport de la masse de l'atome divisé par la masse de l'électron est très grand. C'est-à-dire que la masse de l'atome est très grande devant la masse de l'électron. Donc ça veut dire que l'électron, c'est un constituant de l'atome qui est très très léger par rapport à la masse de l'atome. Donc ça, c'est l'expérience phare de Thomson, en tout cas sa version la plus aboutie. Donc il a démontré aussi que la masse de l'électron, si vous voulez l'écrire en d'autres termes, la masse de l'électron est très petite devant la masse de l'atome. Donc les électrons, deuxième paragraphe, sont des particules aux propriétés remarquables. Et ce sont des propriétés qui sont gouvernées par les lois
de la physique quantique, hein, de la mécanique quantique, hein, par les lois de la physique quantique. Alors la physique quantique, c'est une science qui est apparue, c'est une théorie qui est apparue au début du XXe siècle, dans le premier quart du XXe siècle, et les scientifiques se sont vite rendus compte qu'en particulier les électrons étaient gouvernés par ces lois particulières. Alors on va voir que ces lois de la physique quantique, elles semblent échapper au bon sens commun. Elles semblent échapper au bon sens. En tout cas, elles sont le siège de... Enfin, elles permettent d'interpréter des observations expérimentales très surprenantes. Donc là, encore une fois, je vais vous montrer une simulation. C'est une simulation parce que grâce à la simulation, on peut se permettre de voir des choses un petit peu différentes dans des contextes différents, suivant que vous ayez des particules gouvernées par la physique classique ou plutôt par la physique quantique. Mais sachez que c'est une simulation qui correspond à une manip qui peut être réalisée. Donc cette simulation, c'est la mise en évidence de ce qu'on appelle la dualité onde-particule. C'est-à-dire dualité, c'est que les électrons, enfin une particule quantique, par exemple l'électron, photon, une particule quantique, typiquement nous ce qui nous intéresse c'est l'électron, est à la fois une onde et une particule. Donc une particule, vous voyez ce que c'est un objet qui a une trajectoire, voilà, c'est un objet, un petit objet. Et une onde, c'est, vous envoyez un caillou dans l'eau, ça fait une onde dans l'eau. D'accord ? Vous voyez ce que c'est qu'une onde. Après, il y a les ondes invisibles, qui sont les ondes électromagnétiques qui nous entourent. Le signal Wi-Fi qui vous permet d'avoir accès, ou le 4G qui vous permet d'avoir accès, par exemple, au réseau, c'est une onde électromagnétique. Ce sont des ondes électromagnétiques, avec des domaines de longueur d'onde différents. La lumière ici, c'est une onde. Mais les photons qui nous sont également des particules. Les électrons, dans certaines conditions, sont, par exemple, les électrons attachés aux atomes ou aux molécules. Ces électrons sont aussi des particules quantiques. Donc ils se comportent à la fois comme une onde et comme une particule. Et du coup, ça a des propriétés assez surprenantes qu'on va voir sur cette simulation. Donc sachez que la partie quantique de la simulation, donc ça j'ai extrait ces simulations du site web toutetquantique.fr. Et pour la partie quantique, c'est ce qu'on appelle l'expérience, ce qui est simulé. C'est une expérience que l'on peut faire, c'est l'expérience des fentes de Young. L'expérience des fentes de Young. Alors, il y aura quatre parties dans cette simulation. Je ferai une pause à chaque fois. La première partie, donc, c'est pour illustrer donc, la dualité onde-particules. La première partie, le dispositif expérimental concerne uniquement des particules. Donc vous imaginez la première partie, là par exemple, vous avez un canon à particules. Imaginez un canon à balle de tennis. D'accord ? Vous avez un canon à balle de tennis. En face du canon à balle de tennis, vous avez un mur. Et dans le mur, il y a deux fentes. C'est l'expérience des fentes de Young, je vous ai dit. Il y a deux fentes. Et en face, vous avez un mur sur lequel vont aller taper les balles qui vont réussir à passer entre les fentes. Les fentes sont suffisamment larges pour que les balles puissent passer. Elles sont suffisamment larges, mais pas trop larges non plus. Elles ont juste la largeur qu'il faut pour éventuellement observer des phénomènes dits d'interférence. Donc là, on va supposer aussi, vous voyez ces balles, elles sont rouges, on va supposer qu'elles ont été trempées dans une peinture, et dès qu'elles viennent taper dans le mur, clac, ça fait la trace de l'impact. Donc si on regarde ça, pas de surprise, c'est ce à quoi on peut s'attendre. Vous avez des balles qui... Les fentes sont suffisamment larges, le canon envoie avec une certaine dispersion, et puis en variant les angles, hein, donc vous avez un canon qui se déplace comme ça un petit peu latéralement à l'intérieur de la boîte, là. Et donc les balles, dès qu'elles passent, elles viennent taper dans le mur en face. Et il n'y a pas de schéma particulier, même si effectivement il y a une densité un peu plus forte, enfin,
les positions ici dépendent de l'angle d'ouverture ici des balles. Hein. Vous avez un certain angle d'ouverture, donc ça vient taper. Mais ça ne fait pas de phénomène particulier, ça fait pas de... je veux dire, c'est aléatoire. Hein. Le canon, il envoie des balles avec une trajectoire aléatoire, donc ça fait des traces aléatoires. Ça, c'est une particule. Si maintenant on regarde une onde pure, donc qui est simulée comme ça, alors là, on est toujours en électromagnétisme, on est toujours en physique classique. Les deux premiers points, c'est de la physique classique. Donc on est en électromagnétisme, on sait exactement ce qui va se passer avec... je branche ma tablette. On sait exactement ce qui va se passer. C'est un phénomène un peu particulier, ce qu'on appelle un phénomène d'interférence. Donc il va se créer des interférences. Je vais vous l'écrire sur le... Donc pour une onde, il se crée un phénomène d'interférence. Alors il y a deux types d'interférences, vous allez voir, ce qu'on appelle les interférences constructives et les interférences destructives. Vous pouvez faire l'expérience de voir ce que c'est qu'une interférence constructive et destructive vous-même. Vous prenez une baignoire, vous la remplissez d'eau, et vous prenez deux pierres de même taille, et vous laissez tomber les pierres dans l'eau. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des vagues. Et puis il y a un endroit où les vagues vont se recouvrir. Et vous allez voir que les figures de recouvrement des vagues, vous allez avoir des endroits où les vagues vont s'additionner pour faire des petites vaguelettes un peu plus hautes, et il y aura des endroits de calme. Vous allez avoir des interférences destructives ou des endroits où entre les deux vagues, ça fait des zones intermédiaires, des zones de calme. C'est exactement ce qu'on va voir là, mais avec l'expérience des fentes de Young. Donc ce n'est pas dans une baignoire, c'est des ondes envoyées sur un mur, et on suppose que dans cette expérience, comment est-ce qu'on peut le mettre en évidence expérimentalement? Ce n'est pas compliqué, il suffit d'avoir ici une plaque, une émulsion photographique. Évidemment, maintenant on fait de la photo en numérique, mais avec une solution dite argentique, une plaque photographique ici, on peut capturer une onde. Donc qu'est-ce que ça va faire? Là vous avez une onde, vous avez une vague, d'accord? Sauf que c'est une onde électromagnétique, mais ça fait une vague. Et quand ça passe à travers deux fentes, ça fait ce schéma des interférences constructives et destructives. C'est ce que je vous disais ici. Vous avez les vagues résultantes qui s'additionnent ou à certaines zones qui se retranchent. Et donc ça fait quoi sur le mur en face, sur la plaque photographique? Ben, il y a des endroits, l'endroit ici, vous voyez, l'endroit où les interférences sont destructives, ça n'impressionne pas la pellicule photo. Et l'endroit où les interférences sont constructives, ici, ça fait une bande qui correspond à l'onde qui vient se projeter sur le mur. Ça, c'est l'expérience des fentes de Young, qui crée donc, si je reviens un peu en arrière, j'insiste, qui crée des zones éclairées et des zones sombres. Donc vous avez une alternance, zone éclairée, zone sombre. Si maintenant on prend une particule quantique, alors si on prend une particule quantique, je vous ai dit, une particule quantique, elle est à la fois onde et particule. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est là où ça commence un peu à échapper au bon sens. Donc là, c'est présenté comme une onde, mais qui a une forme un peu plus de brouillard, de brume, de densité, par rapport à ce que je vous ai présenté précédemment. Donc on envoie, ça c'est un objet quantique, lui là, d'accord? Vous imaginez la balle de tennis, mais c'est une balle de tennis quantique. Donc ça, c'est une tentative de représentation d'un projectile quantique. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça passe à travers les deux fentes, ça se propage sous forme d'une onde, mais quand ça vient taper sur le mur, ça se concentre sous forme, ça montre sa nature de particule. Donc vous avez une balle de tennis quantique qui interfère avec elle-même à travers les deux fentes et pouf, qui se projette à un endroit du mur. Est-ce que ça va faire la même chose que les balles de tennis dites classiques? Non, parce qu'en fait, voilà ce que ça fait. Ça va se projeter à des endroits, alors vous en envoyez plein de balles de tennis quantiques, donc des électrons en fait. Et ça va reproduire le schéma des fentes de Young, d'accord, avec des zones
éclairées et des zones sombres, avec une probabilité non nulle quand même qu'il y ait des électrons dans la zone, qui viennent taper dans la zone sombre, d'accord, la zone non éclairée, parce qu'il y a une probabilité qui est différente de 0. On va parler de probabilité de présence de l'électron. Donc la probabilité de présence la plus forte, elle est sur les parties éclairées, et vous avez une faible probabilité de présence sur les zones non éclairées. Donc vous avez bien l'électron qui interfère avec lui-même et qui donne des naissances à une figure ici qui correspond à l'expérience des fentes de Young, avec clairement un caractère dit ponctuel, un caractère de particule de l'onde qui, lorsqu'elle tape sur le mur, se comporte bien comme une particule. Et alors ça, c'est encore plus bizarre, c'est que maintenant, on va supposer qu'il y a, donc ici un œil, c'est un observateur, un individu qui va regarder ce qui se passe. Parce que là, jusqu'à présent, bon, nous, on regarde en tant que simulateur, mais supposons que dans le champ expérimental, sur la manip elle-même, on met quelqu'un qui va observer la manip. Dans l'expérience. Donc on dit que l'observateur qui est dans l'expérience, il va venir perturber la manip, il perturbe l'expérience, et là qu'est-ce qui se passe? Donc il perturbe juste par cette vision du truc, et on va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de la simulation. Il n'y a plus cette interférence constructive et destructive, mais vous avez la particule qui va passer soit d'un côté, soit de l'autre. Pardon. La particule va passer soit d'un côté, soit de l'autre, par une fente ou par l'autre. Elle ne passe plus par les deux simultanément. Donc, dans la partie objet quantique, la particule interfère avec elle-même. Elle passe en même temps par les deux fentes. Mais lorsque vous ajoutez un observateur, elle ne passe plus que par une seule des deux fentes. Et vous perdez cette interférence et ces figures d'interférence d'une onde. Donc, elle a toujours une nature ondulatoire, mais elle perd cette propriété d'interférence avec elle-même. Donc ça, c'est des comportements un petit peu étonnants d'une particule quantique. Donc une particule quantique, dans ces manips, ce que vous devez retenir, c'est que la particule quantique, elle interfère avec elle-même, si elle est de fente bien sûr, elle interfère avec elle-même après être passée par les deux fentes. Elle passe simultanément dans les deux fentes. Donc ça, elle ne se coupe pas en deux. L'électron, il ne se coupe pas en deux. Ce n'est pas une moitié qui passe d'un côté, l'autre moitié qui passe de l'autre. C'est une onde. Et quand vous avez une onde, elle peut se propager comme elle veut par tous les orifices qui sont disponibles. Donc l'électron, c'est une onde. Ce n'est pas un électron, une particule qui se coupe en deux. C'est une onde. Elle passe simultanément dans les deux fentes. D'accord, ça c'est la particule quantique. Et donc après, sur le mur, on observe sa nature de particule, avec un point d'impact. Oh, pardon. Donc sur le mur, on observe sa nature de particule avec un point d'impact. Au contraire d'une onde. Et une particule quantique plus un observateur, qu'est-ce qui se passe? La particule se propage, donc la particule se propage par une seule fente.
La particule se propage par une seule fente. Et quoi d'autre? Donc elle se propage sous forme d'onde. Hein, et donc ça c'est juste, j'ai indiqué juste la différence. Donc lorsqu'il y a un observateur, la particule se propage par une seule fente. Et non plus simultanément par les deux fentes. Donc ça c'est les deux manips que vous devez retenir. Donc ça c'est des choses très surprenantes et c'est les lois ça s'explique par les lois de la physique quantique. Donc après moi je ne suis pas un spécialiste de l'historique des débats entre les différents chercheurs, mais il y a eu des débats féroces entre les scientifiques au tournant du XXe siècle. Donc dans le premier quart du XXe siècle, il y a eu des débats absolument féroces entre les différents scientifiques, y compris entre les promoteurs de cette nouvelle théorie. Et sachez que c'est une théorie qui n'est toujours pas remise en cause par la science actuelle. Un siècle plus tard, ça n'est toujours pas remis en cause. Toujours pour continuer sur la structure des atomes et la vision, pour parler d'une vision moderne, deuxième paragraphe, structure des atomes, vision moderne, on va parler de noyaux et de nuages électroniques. Donc l'expérience fondatrice, c'est l'expérience de Rutherford, donc lui aussi c'est un prix Nobel, lui il a eu le prix Nobel de chimie. Lui c'était un spécialiste de la désintégration et de la chimie des éléments radioactifs, comme Marie Curie et Pierre Curie. Donc il a eu le prix Nobel de chimie pour ça, et il a aussi fait des manips, justement, comme c'était un spécialiste des substances radioactives. Il a fait une manip avec ce qu'on appelle des particules alpha. Donc la simulation que je vais vous montrer, c'est une simulation concernant la projection de particules alpha. Donc ce qu'on appelle les particules alpha, c'est un isotope radioactif de l'hélium. Donc c'est l'hélium dit 2,4. Et qui est 2+. Donc en fait, c'est un noyau. Je vous rappelle que l'hélium, il a 2 électrons. S'il est 2+, et qu'il a 0 électrons, c'est un noyau d'hélium. C'est un noyau de l'isotope dit 4 de l'hélium. Donc je vais vous montrer sa manip. Sa manip, ce qui est représenté ici, c'est un canon à particules alpha. Ces particules-là sont classiques. Elles sont gouvernées par la physique classique. Donc ce ne sont pas des particules quantiques. Donc ce sont vraiment des projectiles. Donc ce ne sont pas des particules quantiques. Donc les particules alpha, dans cette expérience, les alpha, ce sont des projectiles. Ce sont des projectiles classiques. Ce sont des projectiles classiques. Donc la manip de Rutherford, encore une fois, cette simulation, c'est une simulation parce que c'est plus pratique pédagogiquement de montrer pour les auteurs de ce genre d'outils pédagogiques, c'est plus facile de créer la simulation, mais ça a été fait expérimentalement. Hein. C'est la simulation d'une vraie manip qui a été faite par Rutherford. Donc on va regarder le dispositif. On va regarder le dispositif ensemble, donc on va passer sur la partie historique. Voilà, donc ça c'est le canon à particules alpha. Je vous ai dit c'est une particule chargée positivement, donc c'est juste un noyau, c'est purement positif, exclusivement positif, et donc la particule alpha est simulée par ces petits plus qui sont projetés par le canon à particules alpha. Ce sont des particules classiques, donc là c'est l'analogie balle de tennis, mais à l'échelle atomique. D'accord ? C'est des projectiles ou des balles. Hein. Voilà. Donc vous avez un flux de particules chargées qui est envoyé ici grâce à une source radioactive. C'est un spécialiste, je vous ai dit, des particules radioactives. Et c'est envoyé dans une enceinte, ici. Donc cette enceinte-là, c'est une enceinte fermée, comme un enclos. Donc vous avez ici un enclos. Et c'est un enclos qui est couvert de... Enfin, c'est un détecteur. Donc il est relié à un détecteur. Donc dès que les particules alpha tapent sur un endroit de cet enclos, vous avez le détecteur qui permet de savoir où est-ce que la particule a tapé. Donc vous savez sur quelle zone de l'enclos les particules alpha tapent.
Donc si dans la situation où il n'y a rien pour dévier les particules alpha, toutes les particules alpha vont venir taper exactement ici. Donc vous allez avoir une concentration de détection à cet endroit-là. C'est purement classique, vous envoyez une balle de tennis ou une balle de revolver, clac, dans une direction, ça va venir faire un impact à cet endroit bien précis, juste en face. Bien. Donc voilà ici le détecteur qui s'illumine. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait dans cette expérience? Il a pris une feuille d'or, gold foil, c'est une feuille d'or très fine, mais pas transparente non plus. D'accord? C'est une feuille d'or très fine, mais pas transparente. Et donc il a intercalé entre le canon et la zone d'impact ici, il a intercalé une feuille d'or. Et là, qu'est-ce qu'il a observé? On pourrait s'attendre à ce que les particules alpha viennent taper sur la feuille et soit s'écrasent sur la feuille, soit éventuellement rebondissent en arrière. Et non, si vous regardez bien la simulation, vous avez quelques particules positives qui effectivement rebondissent en arrière. Vous avez un nombre non négligeable de particules positives qui continuent leur trajectoire et qui continuent à les taper, comme si la feuille était transparente, comme si elle n'était pas là. Et puis quelques particules qui sont déviées. Donc vous avez des collisions avec la particule, avec la feuille d'or, mais également des particules qui vont tout droit. Et ça, il a interprété comment? Il a interprété en disant qu'il y a plein de vides dans la matière. Donc il a interprété en disant qu'il y a plein de vides, en disant ça, c'est les grosses boules, ici, ce sont les atomes. Et ce qu'il a dit, c'est que les atomes, de ce fait, sont liés, alors les atomes sont liés entre eux dans la feuille d'or de façon très organisée, certes. Les petits points jaunes ici, ce sont les noyaux. Et il a dit ce sont les électrons qui font le volume, qui donnent le volume à l'atome. D'accord? Et ces électrons, en fait, ces électrons-là, entre les atomes, grâce à cette structure-là, il y a énormément de vide. Et donc les particules alpha vont pouvoir se propager d'abord entre les canaux ici, puisque ça va être repoussé par les électrons. Ça va se propager comme ça, plus ou moins tout droit. Et de temps en temps, lorsque ça va toucher un noyau, et uniquement quand ça va toucher un noyau, ça va être soit dévié vers l'arrière, soit éventuellement dévié de la trajectoire vers l'avant pour partir selon un angle différent. Donc ça, c'est l'interprétation ici d'expérience des fentes de Young, l'expérience de Rutherford, pardon, avec la plupart avec les atomes, pardon, qui sont faits d'un noyau et de beaucoup de vide. Donc le modèle de Rutherford, c'est le premier modèle planétaire, hein, c'est de dire un atome, c'est un noyau, des électrons, alors qu'ils sont sur des orbites, ça c'est plus tout à fait exact, aujourd'hui on le sait, et énormément de vide. Donc l'atome, c'est tout ça. Donc le truc important, c'est ça. L'atome, c'est le premier modèle planétaire. Donc il a proposé, c'est le premier modèle planétaire. Premier modèle planétaire avec le noyau, des électrons sur des orbites et du vide entre le noyau et les électrons. Donc ça, c'est le premier modèle de l'atome. Après, il y a eu donc une version encore toujours un peu simplifiée, qui est le modèle de Bohr. Qui est le modèle de Bohr. Donc Niels Bohr, c'est un autre prix Nobel. On va voir des tas de prix Nobel dans les prochaines séances de cours. Lui, c'était un prix Nobel, il a eu un prix Nobel de physique.
Et lui, il a eu un prix Nobel pour justement ses travaux sur la structure des atomes et les radiations que peuvent émettre les atomes. Radiation, enfin la lumière qui peut être émise par les atomes. Donc sa contribution à lui, c'est très peu différent du modèle précédent, mais il y a quand même quelque chose qui est absolument majeur. Donc il a confirmé par son modèle que le noyau s'est chargé positivement, avec grand Z, qui est le numéro atomique ici. Et la charge du noyau, c'est Z fois la charge élémentaire, qui vaut 1,6 10-19 coulombs. Donc il a confirmé ça. Dans son modèle, il a dit comme l'atome est neutre, par conséquent, il y a grand Z électrons. Il avait un modèle planétaire, donc il a dit ces grands Z électrons qui en quelque sorte gravitent autour du noyau. Donc c'était un atome électriquement neutre, un modèle planétaire, les charges je vous les ai données aussi. Et le truc très très important, ce qu'il a introduit, parce que sinon il n'y aurait rien de très nouveau par rapport à ce qu'a dit Rutherford, il a surtout introduit que le rayon de l'orbite est fonction d'un nombre petit n, et ce nombre petit n c'est un nombre entier, donc petit n c'est un nombre entier, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un nombre quantique. Et petit n, il a démontré que petit n est supérieur ou égal à 1. Donc sa contribution très importante, c'est cette contribution de dire que le rayon de l'orbite, et il y avait un modèle derrière, un modèle physique, il y a de la physique un peu sophistiquée derrière, que ce nombre est un nombre entier. Et le rayon de l'orbite est proportionnel, est une fonction de ce nombre entier. Donc ça c'est vraiment une approche très importante, et ça a donné naissance à un modèle atomique qui restait dans l'iconographie actuelle. On trouve souvent dans des logos, dès que vous avez une société ou un organisme qui a un vague rapport avec l'atome, souvent dans son logo, vous avez ce modèle planétaire. Donc ça, par exemple, c'est le logo du drapeau de l'AIEA. L'AIEA, c'est une émanation de l'ONU. C'est l'agence internationale à l'énergie atomique qui est chargée de veiller à la non-prolifération des armes nucléaires dans le monde. Donc c'est le drapeau de l'AIEA. Et donc vous avez ici dans le drapeau la feuille de laurier qui représente la paix et l'atome ici qui représente le caractère nucléaire de ce à quoi s'intéresse cet organisme. Donc ça, c'est le côté nucléaire. Donc ça, c'est vraiment la contribution majeure de Niels Bohr. Aujourd'hui, ce modèle, on sait qu'il n'est plus valable. On sait que la réalité est encore plus compliquée que ça. Mais il est resté quand même une chose, c'est pour ça que je l'ai souligné. Il est resté une chose, c'est cette notion de nombre entier. Ce nombre entier, c'est vraiment extrêmement important. Et on en reparlera quand on va regarder l'atome d'hydrogène. Vous en avez déjà entendu parler au lycée de ça. La vision totalement moderne, c'est celle-ci. Donc j'ai fait exprès de faire à peu près les mêmes copier-coller par rapport au modèle de Bohr. Donc la vision totalement moderne, c'est toujours de dire, ça reste par rapport à ce qu'a dit Bohr, que le noyau, il a une charge plus ZE. Alors pourquoi est-ce qu'il a une charge plus ZE? C'est à cause des Z protons, plus, on a déjà vu les A-Z neutrons. Et dans l'atome, il y a également Z électrons de charge moins E. Donc ça, c'est toujours vrai. L'atome est électriquement neutre, rien n'est remis en cause. En revanche, je vous ai montré des simulations qui vous montrent qu'un électron, qui est une particule quantique, il est gouverné par une physique qui est très particulière, qu'on appelle la théorie quantique. Et je vous ai montré aussi que l'expérience des fantômes de Young, j'ai utilisé la notion de probabilité d'impact. D'accord ? Et donc un électron, on n'a pas de notion de trajectoire. Un électron n'a pas de trajectoire. Il n'a pas de trajectoire. Donc par exemple, l'orbite dans le cas de l'atome. Il n'a pas de trajectoire. Tout ce qu'on sait pour un électron, donc il n'a pas de trajectoire,
on sait qu'en fait, il a une certaine probabilité de présence. Et pour représenter un électron autour d'un noyau, la façon la plus moderne de le faire, qui n'est pas forcément facile à dessiner, c'est de dessiner un nuage d'électrons. Donc ce qui est représenté ici à droite, ce qui est représenté ici par exemple, c'est l'atome d'hydrogène. Donc ici vous avez le proton de l'atome d'hydrogène. Et vous savez qu'un atome d'hydrogène possède un électron. Et la partie rouge de ce schéma, donc les points rouges ici, c'est la probabilité de présence de l'électron de H. Donc ce n'est pas un électron, c'est une sorte de nuage électronique qui vous donne la probabilité de présence et qui vous dit que dans les zones ici, là où vous avez une forte densité, là vous avez une forte probabilité. Et puis dans cette zone-là, ici, là, vous avez une probabilité plus faible. Et qui finit par devenir quasiment égal à 0 lorsqu'on est assez loin du noyau. Donc vous avez la zone de forte probabilité ici, et les zones de probabilité plus faibles dans cette zone-là. Et avec toutes les valeurs intermédiaires entre les deux. Donc ça, ces points-là, on est d'accord, c'est la façon de voir la probabilité de présence de l'électron unique de l'atome d'hydrogène. Ça ne veut pas dire que l'électron est fragmenté en des milliards de petits points. C'est un électron qui a une certaine probabilité d'être là ou de ne pas être là. Donc c'est ce qu'on appelle une façon de représenter. Donc on appelle ça un nuage électronique. C'est une façon de représenter ce qu'on appelle la densité électronique. J'avais mis des flèches autour, c'est juste pour parler de la taille, c'est-à-dire que le nuage électronique, l'atome, sa dimension c'est quelques angstroms, donc quelques centaines de picomètres, alors que le noyau c'est à peu près de l'ordre de 10-5, sa dimension c'est à peu près 10-5 angstroms. Et ça, c'est totalement compatible avec l'expérience de Rutherford, avec l'expérience avec le film d'or, la feuille d'or. C'est totalement compatible avec ça. Alors, quelques caractéristiques maintenant des constantes fondamentales, des particules fondamentales des atomes. Donc, si on fait un résumé, vous savez déjà qu'un atome est composé de protons, de neutrons et d'électrons. Alors le neutron, il a été découvert par Chadwick dans les années 30. Le noyau est un assemblage de protons avec des très fortes cohésions entre eux. Et ici, en gris, ce sont les neutrons. Donc les électrons, ils sont chargés négativement. La charge est égale à moins petit e, c'est-à-dire moins 1,6 10-19 coulombs. Je vous ai dit qu'il y avait des manifs qui disaient qu'ils étaient beaucoup plus légers que les noyaux. Leur masse, la masse de l'électron, c'est de l'ordre de 9,1, oui, 10-31 kg. Un proton a une charge égale à plus petit e, qu'on appelle la charge élémentaire, c'est-à-dire plus 1,6 10-19 coulombs. Et la masse d'un proton, MP, c'est de son ordre de grandeur, c'est à peu près 1800 fois la masse de l'électron. Donc ça correspond à des observations expérimentales et ça peut être déterminé avec précision. Alors je vous donne tous les chiffres significatifs, enfin pas tous les chiffres significatifs, mais suffisamment. C'est 1,612 10-27 kg. Donc vous avez la masse du proton, qui est à peu près 1860 fois la masse de l'électron.
Oui. La charge de l'électron n'est pas négative. Si, j'ai dit moins petit e et j'ai oublié le signe moins quand j'ai écrit. Vous avez tout à fait raison. Absolument. C'est moins 1,6 10 moins 19. Et enfin, le neutron, comme son nom l'indique, sa charge est égale à 0. C'est une particule neutre, elle n'est pas chargée. Et la masse du neutron, c'est quasiment la même que celle du proton, c'est à peine plus lourd. 1,675, oui c'est ça. 1,675, 10 moins 27 kg. Donc protons et neutrons ont à peu près la même masse. Et ils sont de l'ordre, individuellement, de l'ordre de 1860 fois plus lourds que les électrons. Vous y êtes? Les caractéristiques d'un élément atomique X. Donc on a l'habitude, je l'ai déjà utilisé pour l'hélium, l'écriture, vous la connaissez déjà. Je vous rappelle qu'un élément atomique, on l'écrit comme ceci. Donc X, c'est le symbole atomique. X, c'est le symbole atomique. Z, c'est le numéro atomique. Grand A, c'est le nombre de masse. Donc le Z, c'est le numéro atomique, mais c'est aussi ce qu'on appelle le nombre de charges. Donc Z, ça vous donne à la fois le nombre de protons et le nombre d'électrons, puisque dans un atome qui par définition est neutre, il y a autant de protons que d'électrons, donc il y a compensation de charge. Quant à grand A, c'est le nombre total de constituants du noyau, c'est le nombre de nucléons, donc les nombres de constituants des noyaux, c'est-à-dire c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. On en déduit donc que le nombre de neutrons, c'est A moins Z. Si on regarde l'atome d'hydrogène, donc c'est le premier élément du tableau périodique. Vous connaissez bien l'hydrogène, vous l'avez rencontré depuis un petit moment. Donc l'hydrogène, son numéro atomique Z est égal à 1. Et l'hydrogène, son noyau, est constitué de un seul proton. Et il n'y a pas de neutrons dans le noyau de l'atome d'hydrogène. Par conséquent, comme il a un seul proton, ça veut dire que grand A, qui est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons, il vaut 1, bon, plus 0, je l'écris explicitement, donc grand A vaut 1. Donc le symbole de l'atome d'hydrogène, c'est H11. D'accord, avec Z qui est ici, et A qui est un exposant à gauche. Voilà pour l'hydrogène. Après, mon exemple suivant doit être le chlore. L'exemple suivant, c'est le chlore. Alors le chlore, son numéro atomique, c'est 17. C'est le 17e élément du tableau périodique. C'est le 17e élément du tableau périodique. Donc Z égale 17, ça veut dire qu'il y a 17 protons qui appartiennent au noyau. Et comme l'atome est neutre, ça veut dire aussi qu'il y a 17 électrons. Donc ça, c'est la neutralité
de l'atome. Bon. J'enfonce un peu les portes ouvertes, là, vous savez déjà tout ça, mais bon, je vous ai dit, les premiers cours, c'est aussi pour vous mettre un peu en confiance. Ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle le chlore 35. Donc il existe un atome de chlore qui possède 35 nucléons. Donc 35 nucléons, ça veut dire que grand A est égal à 35. C'est donc le chlore 1735. Et donc le nombre de neutrons, c'est A moins Z, c'est donc 35 moins 17, c'est donc 18. Donc voilà pour cet exemple. Alors arrivé à ce stade, c'est sûrement un endroit où on peut introduire la notion de système de masse atomique et de mol. C'est le troisième sous-paragraphe du paragraphe 2. Et d'abord, on va définir l'unité de masse atomique. Donc UMA, c'est le diminutif de unité de masse atomique, UMA. Et par convention, donc ça c'est une convention, ça donne comme ça des lois d'échelle des masses atomiques et moléculaires. Donc par convention, une unité de masse atomique, donc le symbole c'est petit u, donc l'unité de masse atomique, son symbole c'est petit u, et unité de masse atomique c'est 1/12 de la masse de un atome de carbone, et pas n'importe lequel, celui qui possède 12 nucléons. Donc c'est 1/12 de la masse du carbone 12. Vous connaissez déjà le carbone 14, dont on vous a parlé dans les histoires de datation d'objets anciens. C'est un autre carbone. Là, la définition de l'UMA, c'est à partir du carbone dit carbone 12. Donc ça, c'est la définition. Et il existe un lien entre l'unité de masse atomique et l'unité de masse dans le système international qui est le kilogramme. En fait, la relation que je vais vous donner, c'est plutôt avec le gramme. Mais bon, il y a une relation. Donc il existe un lien entre unité de masse atomique et le kilogramme, l'unité de masse dans le système international. Mais pour cela, il faut introduire, pour vous présenter ce lien, il faut introduire le nombre d'Avogadro, la notion de mol, pardon. Il faut introduire la notion de mol et le nombre d'Avogadro. Na. Donc il faut introduire la notion de mol et le nombre d'Avogadro Na. Donc ça fait partie des prérequis que vous connaissez déjà. Je vais juste faire un très rapide rappel. Donc petit rappel, bon, Avogadro c'était lui, Amedeo Avogadro. Alors en fait, le nombre d'Avogadro sa valeur n'a pas été trouvée par Avogadro. Le nom a été donné en hommage à Avogadro, mais lui n'a jamais trouvé une valeur pour un nombre qui définirait la mole, appelé aujourd'hui le nombre d'Avogadro. En fait, il travaillait beaucoup sur les gaz, Avogadro, et on lui doit en particulier, en tant qu'héritier des théories d'Avogadro, on doit effectivement le nombre d'Avogadro, on lui donne la notion de gaz parfait. Donc il a beaucoup travaillé sur les gaz, et il a pu montrer que ce qui est indiqué là, c'est que des volumes égaux de gaz parfaits différents
ce qu'on appelle les gaz parfaits, aux mêmes conditions de température et de pression, contiennent le même nombre de molécules. Donc si on fait le rapport du volume d'un gaz 1 par le nombre d'espèces, donc si maintenant vous avez deux volumes différents, hein, vous avez une espèce 1 et une espèce 2. Si vous avez l'espèce 1 qui occupe un certain volume, si vous divisez ça par le nombre de molécules ou d'atomes qu'il y a dans ce volume, c'est égal au volume occupé par une espèce 2 divisé par le nombre d'atomes ou de molécules qu'il y a dans ce volume V2. Donc vous avez une égalité du rapport de volume, et ça c'est la contribution extrêmement importante d'Avogadro. La définition donc aujourd'hui de ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro, donc ça a donné naissance après à des réflexions autour de ça, et il a été introduit la nécessité de définir une quantité qu'on appelle la mole. Donc la mole, c'est le nombre d'entités, la mole, une mole, enfin le nombre d'Avogadro plutôt. Le nombre d'Avogadro, NA, c'est le nombre d'entités contenues dans une mole de cette espèce. Donc par exemple, une mole d'oxygène gazeux, c'est Na molécules d'oxygène en phase gaz. Donc ça, c'est la définition de la mole, donc qui est dérivée des travaux d'Avogadro. Et en particulier, ça permet d'introduire le nombre des molécules contenues dans la masse molaire d'un corps quelconque. Donc par définition, une mole, c'est Na. Et Na, sa valeur, c'est 6,022, alors il y a d'autres décimales, hein, mais c'est 6,022, 10 puissance 23. Et attention, c'est le nombre d'entités par mole, donc il y a une unité au nombre d'Avogadro que assez souvent vous oubliez. Donc le nombre d'Avogadro, son unité, c'est des moles moins 1, sous-entendu le nombre d'espèces qu'il y a dans une mole, par mole. C'est le nombre d'entités contenues par mole de cette espèce. Donc ça, c'est des prérequis du lycée. Et il y a une correspondance entre unité de masse atomique et grammes par mol. Donc on ne va pas en faire à la démonstration ici. Juste, je vous donne le résultat. Je vous rappelle que 1U est relié à 1 gramme par mol. Donc 1U vous donne aussi bien la masse de un atome, enfin x petit u, pardon, plutôt, x petit u, ça vous donne aussi bien la masse de un atome ou de une molécule en unité de masse atomique, mais ça vous donne aussi la masse de une mole, la masse en grammes. Ça vous donne aussi la masse en grammes de une mole d'atomes ou de molécules. Voilà. Et pour le reste, je vais le faire comme ça. Pour le reste, c'est des rappels de voir le lycée. Donc ça, c'est la correspondance entre l'unité de masse atomique et le gramme par mol. Et je vous propose de faire une pause
Je vous propose de faire une pause. Il est 11h05 à ma montre. Vous revenez à 11h10 précise. Je redémarrerai à 11h10 précise, s'il vous plaît. 2 heures de cours d'affilée, c'est un peu dur pour vous, pour la concentration, même si ça ne va pas forcément super vite. Allez, allez prendre l'air. Revenez dans 5 minutes. Donc j'ai fini là-dessus en disant qu'il y a une correspondance entre l'unité de masse atomique et le gramme par mol. Il y a également, donc il me manque ici une correspondance qui est, puisque là je vous ai la correspondance au niveau de 1 mol, en vous disant, lorsque vous avez la masse d'un atome qui est donnée en U, petit x, d'un atome ou d'un noyau, ou d'un proton, lorsqu'elle vous est donnée en U, si vous divisez, si vous considérez petit x, ça vous donne directement, sans avoir à faire à la moindre opération, la masse de 1 mol de cette espèce. En revanche, si vous voulez connaître à l'échelle de l'atome ou de la molécule, à l'échelle de l'atome unique, donc à l'échelle de un atome ou une molécule, il est assez facile de démontrer que 1U est égal à 1 sur Na grammes. Donc attention, faites bien attention, ça ce ne sont pas des grammes par mol. C'est 1U qui est égal à 1 sur Na grammes. Donc c'est pour une espèce. Si vous voulez faire la conversion entre l'unité de masse atomique et les grammes, vous avez juste à diviser par le nombre d'Avogadro. Et si vous voulez pour 1 mol, d'accord? Et maintenant, si vous voulez 1 mol, ben vous avez 1U fois le nombre d'Avogadro, qui est égal à 1 gramme. 1 sur Na fois Na, ça vous fait 1, et ça vous fait des grammes par mol. Donc c'est tout à fait cohérent avec ce que j'ai dit avant. Donc 1U, c'est 1 sur Na gramme. Si vous multipliez tout ça par le nombre d'Avogadro, ça vous donne ce que j'ai mis entre parenthèses ici. Donc pour 1 mol, ça vous fait 1U fois Na, qui est égal à 1 gramme par mol. Alors vous allez tester tout de suite avec un petit questionnaire. Vous sortez vos petites zapettes là, s'il vous plaît, vos petits boîtiers, petit boîtier de vote. Alors, la masse de un seul proton est de 1,0079 U. La masse d'un seul proton. La masse grand M d'une mole de proton, est-ce que ça vaut 1 gramme, 1,0079 grammes, 1,0079 grammes par mol? Est-ce que je dois diviser par le nombre d'Avogadro pour avoir la masse en grammes par mol? Et JNSPE, ça veut dire je ne sais pas encore. Vous n'êtes pas encore approprié le cours, c'est trop frais.
vous n'avez pas bien suivi, vous ne savez pas encore. Et vous saurez pour la prochaine fois, mais pour le TD, mais là, vous ne savez pas. Donc, la masse m d'un seul proton, blablabla. Donc, la masse d'une mole. Donc c'est une notion qu'il va falloir que vous vous appropriez apparemment, d'accord? Donc ici je mets un gros point d'exclamation. Attention, danger. Danger parce que les réponses sont beaucoup trop dispersées. Donc c'est aussi sûrement parce que je n'ai pas été assez clair, ou que c'est trop vieux dans votre mémoire, ou que ça a l'air un peu confus, cette histoire de conversion, je sais que c'est toujours un peu confus, puisque cette fois-ci la majorité a tort. La bonne réponse, puisque je vous ai demandé la masse de 1 mole de protons, la bonne réponse c'est la C. Puisque je vous ai dit que lorsque vous avez petit x u, ça vous donne la masse de 1, alors ici en l'occurrence c'est 1 proton, ou directement la masse en grammes par mol de 1 mole de proton. C'est-à-dire que ça vous donne directement ce qu'on appelle la masse molaire qu'on note grand M. Ça, c'est la masse molaire. Et si vous voulez la masse en grammes, ici, c'est la définition ça, ce qui est ici, et en plus l'unité est fausse. Ça, ce serait petit m, en divisant par le nombre d'Avogadro, mais sauf que l'unité est fausse, parce que ce sont directement des grammes. Donc si je prends une masse en U, et que je la divise par le nombre d'Avogadro, ça vous donne la masse, donc c'est petit m, je vais laisser le symbole, c'est-à-dire c'est la masse en grammes de 1 proton. C'est la masse en grammes de 1 proton. Alors il nous arrive parfois de faire des petits, parce qu'on ne peut pas tout vous expliquer pendant le cours, il nous arrive parfois de faire des petits additifs vidéo qu'on met sur Moodle. Donc je pense que là, je vous bricolerai un petit additif vidéo pour insister sur cette notion-là. Donc je ne sais pas quand, mais d'ici la semaine prochaine. D'ici vendredi même, je pense. Faire un petit additif. Faire un pense-bête. Je vous ferai une petite séquence de 5 minutes en complément, en multipliant un peu les exemples et en faisant proprement la démonstration de l'unité de masse atomique. Donc je vous ferai ça à part. Parce que là, je détecte quand même qu'il y a un problème. Alors, structure des atomes, vision moderne. Donc je m'arrête là pour cette histoire de conversion. Donc là, je vais arriver jusqu'à, compte tenu de l'avancement des TD, du premier TD que vous allez faire, il faut que je vous introduise la notion d'isotope. Donc les isotopes, ça a été mis en évidence grâce aux travaux donc, de Rutherford, je vous l'ai dit, et qui a utilisé une technique dite de spectrométrie de masse. Il a inventé la technique de spectrométrie de masse, et c'est une technique aujourd'hui, alors qui est évidemment qui n'a plus rien à voir avec le premier appareillage, le premier dispositif fabriqué par Rutherford, mais il a inventé le principe, et c'est une technique majeure en chimie, pour l'analyse chimique. L'an dernier, il y a eu une question
sur la spectrométrie de masse, alors qu'en plus, non seulement il y a le cours, mais il y a également un TD, et il y a eu un nombre de réponses ridiculement faible à cette partie-là. Donc on avait eu beau insister dans toutes les sections sur le fait que c'est une technique importante, cette notion est passée complètement à la trappe l'an dernier. Donc si vous regardez sur le sujet du partiel, du contrôle partiel de 2016-2017, vous verrez que quelque part, il y a un spectre qui ressemble à ça. On demandait de le commenter, de dire qu'est-ce qu'il y avait un ordonnée, un abscisse, et cette notion n'est pas passée du tout. Dommage. Et je ne dis pas que cette année, il y aura à nouveau une question là-dessus, hein, absolument pas. Ça change d'une année sur l'autre, mais c'était un peu un regret, compte tenu de l'importance de la technique. Hein. Donc, quelle est l'idée? Vous avez ici donc le dispositif, c'est tout ça. Vous faites passer un échantillon ici. Alors, c'est une espèce de tube. Hein. On va appeler ça un tube. Vous avez un échantillon que vous faites passer ici. Et vous avez un flux d'électrons, ionizing electron beam, c'est un flux d'électrons. Le but de ce flux d'électrons est de ioniser, c'est de réaliser une ionisation. Ici, donc, c'est des atomes qui sont envoyés, des atomes de l'échantillon. C'est-à-dire que l'atome A, la ionisation, c'est le fait d'arracher un électron. Donc les atomes A, grâce à ce flux, sont chargés positivement. Donc vous éjectez un électron, A+, plus électron. Donc vous avez des cations. Donc ça, c'est ionisation des atomes de l'échantillon. Donc ça permet ici d'obtenir des cations. Création de cations à partir des atomes neutres, grand A. Ensuite, il y a ici un certain nombre de plaques électriques qui permettent d'accélérer les atomes, donc accelerating grid. Donc vous avez un réseau qui permet d'accélérer les atomes. Et ici, vous avez donc un beam. Donc un beam, c'est comme un jet. Au lieu d'avoir que ce soit un jet d'eau, c'est un jet d'ions positifs. Donc le beam of positive ions, c'est un jet d'ions positifs. Et on les fait passer à travers un champ magnétique. Et le fait qu'ils soient chargés positivement fait qu'ils vont réagir difficilement au champ magnétique. Donc vous mettez un aimant avec le pôle sud, le pôle nord. Et le champ magnétique entraîne, donc c'est le champ magnétique, je vais utiliser le code couleur ici, qui entraîne une séparation des ions basée sur la différence de masse. Donc si dans votre échantillon vous avez des ions qui n'ont pas la même masse, ils ne vont pas sortir en même temps. Et ils vont sortir à des endroits différents. Ici, ils vont être un peu déviés. Donc le champ magnétique, à la fois il ralentit, il ralentit. Il a un effet de déviation, on va dire, au sens large. Il a un effet de déviation des ions. Et après, vous détectez ici, vous avez un détecteur qui détecte les ions au fur et à mesure de leur sortie. Et qu'est-ce que vous récupérez en sortie? Puisque vous avez un détecteur, c'est un détecteur qui est capable de mesurer la quantité et qui est capable de mesurer la masse. Donc la quantité, ça vous donne l'intensité du signal, et la masse, ici, est reportée en abscisse. Donc la quantité vous donne l'intensité du signal, puisque vous envoyez ici un échantillon avec des tas et des tas et des tas d'atomes, d'accord, de la même espèce ici. Par exemple le chlore, dans cet exemple-là, les atomes grand A, c'est des atomes de chlore. Et on s'aperçoit dans cette manip qu'il y a deux types d'atomes de chlore. Donc la manip montre l'existence
de deux types d'atomes de chlore. Le chlore 35 et le chlore 37. Et si on regarde en termes d'intensité, le chlore 37, c'est un pic qui représente à peu près 3/4 par rapport à 1. Si je compte, donc c'est 75% plutôt. Et ici, le chlore 35 représente 25% des atomes de chlore. Donc le chlore 35 représente 3/4, 75% des atomes de chlore. Le chlore 37, 25%. Alors c'est une technique, je l'ai marqué, qui est applicable également à des molécules. Si c'était juste pour des atomes, ça manquerait un peu d'intérêt pratique par rapport à la chimie moderne, mais c'est applicable aussi à des molécules. Donc c'est une technique extrêmement importante. Je veux aussi insister ici sur une chose, c'est que ce chlore-là, c'est un échantillon d'atomes de chlore naturel, ce qu'on appelle naturel, c'est-à-dire c'est un échantillon type que l'on trouve sur la surface de la Terre. Donc c'est-à-dire typique d'un échantillon de ce qu'on trouve sur la surface de la Terre. Donc c'est typique de ce qu'on trouve sur la Terre. C'est ce qu'on appelle un échantillon naturel. Donc si je prends un échantillon naturel de chlore, j'aurai tout le temps, quel que soit l'endroit où je le prends, sur la surface de la Terre, si je fais cette analyse, je trouverai toujours, quel que soit l'endroit où je le récupère, 75% de chlore 35, 25% de chlore 37. Donc il y a deux atomes différents, et ces deux atomes différents, donc si on fait un bilan, on a donc un échantillon de sel naturel contient deux espèces, le chlore 35 et le chlore 37. Le chlore, qu'il soit 35 ou 37, on peut démontrer par ailleurs que dans les deux cas, il possède le même numéro atomique, sinon ça ne serait pas du chlore. Et ça, en fait, ce sont les deux isotopes. Ce sont les deux isotopes du chlore naturel qui sont à 75% le 37, donc caractérisé par A égale 37, et qui sont à 25% les atomes de chlore dont le nombre de masse, c'est le contraire, A égale 35, 75%, et à 25% le chlore 37. Donc deux isotopes par définition. Deux isotopes, ce sont deux variantes d'un même élément, c'est-à-dire ils possèdent le même numéro atomique, donc c'est toujours le même élément, et ils possèdent un nombre de masses différent. Donc comme Z, le numéro atomique, ça représente aussi bien le nombre d'électrons que le nombre de protons. Ça veut dire que si leur nombre de masse est différent, ça entraîne, donc ces deux propriétés ici, entraînent que, en d'autres termes, deux isotopes ont des nombres de neutrons différents. Donc leur noyau est constitué de façon différente. Et qu'est-ce qui diffère au niveau de la composition du noyau? Ce sont les neutrons, c'est le nombre de neutrons. Alors on va tout de suite se refamiliariser, vous savez déjà ces notions-là, vous les connaissez déjà. On va tout de suite se refamiliariser avec ces notions d'isotopes. Et évidemment, le premier candidat, c'est le premier élément du tableau périodique, c'est l'hydrogène. L'hydrogène possède trois isotopes. Il possède... L'élément hydrogène possède trois isotopes. Alors déjà, celui qu'on appelle communément l'hydrogène. Donc l'hydrogène 1, 1. Donc cet hydrogène-là, il a un proton, un électron, 0 neutron.
Ensuite, vous avez le deutérium, qu'on note des fois D. Et si je le note avec l'expression habituelle des éléments atomiques, c'est le H12. Donc il a aussi un proton, il a un électron, comme l'hydrogène, et en revanche, il a un neutron. Et le tritium, T, c'est l'isotope 3 de l'hydrogène. Il a toujours un proton, il a toujours un électron, puisque ce nombre de protons ou d'électrons est toujours donné par le numéro atomique, et c'est toujours 1. Et en revanche, puisque A vaut 3, donc le nombre de neutrons c'est 3 moins 1, donc c'est 2. Il a 2 neutrons. Donc ce qu'ils ont en commun, c'est tout ce que j'ai mis en vert ici. D'accord? Ça c'est en commun. En revanche, le nombre de neutrons varie, et ça c'est relié à cette valeur-là. Ça veut dire aussi, en d'autres termes, le fait que le nombre d'électrons varie, ça veut dire que la masse du tritium est plus grande que la masse du deutérium, qui est plus grand que la masse de l'hydrogène. Puisqu'on a dit un neutron, sa masse vaut 1,675 10-27 kg. Donc ils ont des masses différentes. Voilà pour l'hydrogène. Après, le chlore. Allez, vous allez m'aider à faire un bilan. Alors, la première question est relativement facile. Bien, le chlore, on regarde l'isotope 1735, le chlore 35, l'isotope 35 du chlore. Donc, juste pour être sûr. Son numéro, donc vous avez deux propositions. Là, vous n'avez pas le droit de me dire que vous ne savez pas encore. Le chlore 35, quelles sont là où les propositions de juste, la première ou la seconde? Je ne laisse pas beaucoup de temps. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Non, c'est pas ça que je voulais faire. 0. Suspense. Ah, ça n'a pas marché. Ah si. Bon, les 7%, je suppose que c'est parce que vous êtes endormi ou que vous avez faim, que vous manquez de sucre. Donc le 92%, oui, vous avez raison. Là, l'écrasante majorité a raison. Donc c'est bien la réponse A qui est correcte. La réponse B est fausse. Je vous rappelle qu'en exposant ici, on a bien grand A et en indice, on a bien Z. Alors, maintenant, juste pour vous embêter un peu, c'est peut-être moins évident. Enfin, moins évident. J'ai compliqué les choses. C'est aussi pour voir si vous vous rappelez ce que c'est qu'une espèce avec un moins comme ça en exposant. Donc on regarde l'isotope 35 du chlore, mais cette fois-ci le Cl-. Quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est une espèce qui a 17 protons, 35 nucléons, 18 protons, 35 nucléons, 17 protons, 36 nucléons, 18 protons, 17 et 36 ou 18 et 36? Alors, je savais que c'était nécessaire de faire un point à ce niveau-là pour repréciser un peu les choses. Donc là, on sent bien que c'est une notion où vous êtes beaucoup plus fluctuant. Vous n'êtes vraiment pas sûr de vous. La bonne réponse, c'est la A, effectivement, puisque je vous rappelle que, donc le reste est ici, tout ça est faux,
Je vous rappelle que lorsque vous avez une charge négative ici, quand vous avez une charge moins, ça veut dire que le Cl possède un électron en plus. C'est un électron en plus. On appelle ça Cl-, c'est un anion. C'est un anion. Quand vous avez une charge négative, c'est un anion. Je vous rappelle, on l'a dit tout à l'heure, que quand vous avez en général X+, c'est ce qu'on appelle un cation. Donc s'il a un anion, c'est qu'il a un électron en plus. En revanche, la charge moins n'a rien à voir avec le noyau. Donc il possède un électron en plus, mais ça ne change pas la composition du noyau. Ça ne change pas la composition du noyau. Si vous voulez changer la composition du noyau, il faut faire quoi? Il faut faire une réaction nucléaire, ce qui n'est pas rien. En revanche, réussir à attacher un électron en plus à un atome ou à une molécule, c'est des choses qui se passent en permanence entre des molécules entre elles dans un milieu réactionnel quelconque. Donc rajouter un électron à une espèce ou bien en arracher un, ça coûte de l'énergie, d'accord, mais ce n'est pas forcément inaccessible, c'est quelque chose d'accessible à température ambiante, par exemple. Alors que si vous voulez changer la composition du noyau, donc enlever ou rajouter des protons ou des neutrons, c'est modifier la composition du noyau, et ça, c'est les réactions nucléaires de fission en particulier, si vous voulez le casser un noyau. Donc c'est vraiment des réactions nucléaires. Donc la charge moins, c'est juste au niveau du cortège électronique, de la densité électronique que ça change les choses. Donc quand vous avez un chlore 35-17, il a toujours 17 protons et il a toujours 35 nucléons, c'est-à-dire c'est le nombre total de protons et de neutrons. Donc la réponse B ne me plaît pas parce que vous dites que sous prétexte qu'il y a une charge moins, il y a un proton de plus dans le noyau. En plus, ça ne serait pas vrai parce que s'il y avait un proton de plus, ça voudrait dire qu'il y aurait un déficit d'électrons et donc il serait plutôt chargé plus. Mais de toute façon, ce n'est pas possible de rajouter un proton comme ça. Le C, vous dites que s'il y a une charge moins, c'est s'il y a 36 nucléons, avec 17 protons, c'est qu'on aurait rajouté un neutron de plus, or non. Là, en plus, ça serait d'autant plus faux qu'un neutron, ça ne change pas de charge. Et là, la réponse D part du principe aussi que lorsqu'on met une charge moins, c'est qu'on a modifié quelque chose au niveau de la composition du noyau, ce qui est très faux. Ce qui est toujours très faux. Donc là, revoir ces notions-là, là, clairement, attention ici à ces notions pour lesquelles vous n'êtes pas tout à fait au point encore. Donc si on résume dans un tableau ce qu'on a dit pour le chlore possède à l'état naturel 2 isotopes, donc le chlore a 2 isotopes naturels. Le chlore 35, le chlore 17, tous les deux ont le même numéro atomique, donc c'est le nombre de protons et c'est aussi le nombre d'électrons. Le nombre de masse dans un cas c'est 35, dans l'autre cas c'est 37, et le nombre de neutrons grand N, ou ce que j'ai aussi appelé ailleurs N, indice N, c'est grand A moins Z, donc ici c'est 18, et là c'est 20. Donc vous aurez des exos là-dessus pour vous faire la main lors des premiers TD. Alors, l'abondance naturelle, j'en ai déjà parlé. Alors, vous avez sur Internet un certain nombre de sites web où vous allez avoir toutes les propriétés de tous les éléments. Alors, vous avez bien sûr Wikipédia, où élément par élément, vous pouvez connaître leurs propriétés, et c'est généralement bien fait. Et puis, vous avez periodictable.com, qui est bien fait aussi. Et ma préférence va... alors, j'ai pas regardé... Enfin, periodictable.com, ils n'ont pas changé récemment. Ma préférence, parce que l'interface est un peu plus moderne, va à ptable.com, et qui reprend d'ailleurs des articles de Wikipédia, mais qui met tout ça en forme pour centraliser l'information, et ça récupère les infos de Wikipédia et d'autres sites où, en général, les infos ont été plutôt bien vérifiées.
Donc si on va sur ptable.com et qu'on demande les isotopes de l'oxygène, ptable vous dit qu'il y a 3 isotopes naturels. Donc il existe 3 isotopes naturels de l'oxygène, qui sont les 3 isotopes que j'ai encadrés ici. L'oxygène 16, l'oxygène 17 et l'oxygène 18. L'oxygène, je vous rappelle au fait que son numéro atomique c'est 8. Donc voilà, donc ce sont les 3 isotopes qui sont ici. Du coup, comme je vous rappelle que l'oxygène c'est 8, l'oxygène 16 c'est bien une espèce avec 8 neutrons, l'oxygène 17 9 neutrons, l'oxygène 18 10 neutrons, 18 moins 8, donc tout va bien. Et ce que vous avez ici, la N, c'est l'abondance naturelle. Pour le chlore, il y en avait 2, 3 quarts, 1 quart, à la louche. Là, par spectro de masse, on peut aussi trouver ces 3 isotopes-là, avec un qui est présent de façon écrasante dans n'importe quel échantillon d'oxygène présent sur la surface de la Terre, ou dans l'atmosphère, surface de la Terre et atmosphère inclus. Donc les échantillons donneront toujours la même chose, que vous prenez un échantillon d'oxygène à Tokyo, à New York ou à Paris, cet échantillon d'oxygène pur contiendra toujours 99,762% d'oxygène 16 et des traces d'oxygène 17 et d'oxygène 18. Et ce que vous avez ensuite, c'est d'autres isotopes qui sont des isotopes artificiels. Donc le signe ici veut dire synthétique. Donc ici vous avez des isotopes des isotopes artificiels, synthétiques. Ici en bleu. Donc ils sont créés dans des accélérateurs de particules. Accélérateur de particules. C'est comme ça qu'on a pu créer, vous avez entendu là que récemment, on a validé, j'en reparlerai dans le tableau périodique, dans le chapitre 3, on a validé l'existence des éléments 117 et 118 dans le tableau périodique, sauf qu'ils ont été créés uniquement dans des accélérateurs de particules. Ils n'existent pas à l'état naturel, les éléments 117 et 118. Donc dans les accélérateurs de particules, qui sont des gigantesques anneaux dans lesquels vous accélérez une soupe de particules élémentaires sous l'effet d'un champ magnétique, on peut créer ces isotopes-là. Et ce que vous avez ici, c'est la période. Alors cette période-là, c'est ce qu'on appelle le T1,5. Donc T1,5, c'est le temps au bout duquel la moitié de l'élément s'est désintégré, au bout duquel la moitié d'un élément se désintègre. Ce qu'on appelle le T1,5, ou encore la période, ce qu'on appelle la période de demi-vie. C'est le temps au bout duquel la moitié d'un élément se désintègre. Donc vous imaginez la manip, accélérateur de particules, vous arrivez à créer au milieu d'autres éléments l'isotope 14 de l'oxygène, et au bout de 1,1 minute, 1,2 minutes à peu près, la moitié de cet oxygène se sera désintégré. Et pour l'isotope 20, ça va être encore plus rapide. Au bout de 13 secondes, la moitié de ce qui aura été créé par l'accélérateur de particules va aussi se désintégrer, va disparaître. Donc on comprend pourquoi on n'en trouve pas à l'échantillon, dans un échantillon naturel, parce que même si lors de la création de l'univers, même si cet oxygène même si ces isotopes-là étaient éventuellement présents dans on va dire dans la soupe primaire, ils ont tout de suite disparu, leur durée de demi-vie étant extrêmement courte. Donc la conséquence de ça, par rapport à nous chimistes et à ce qu'on fait avec les histoires de masse molaire, etc.
c'est que si je veux calculer maintenant la masse molaire de l'oxygène naturel, qui est ici, si je veux calculer la masse molaire de l'oxygène naturel, ben, grâce aux informations qui sont rassemblées ici et que je vais aussi compléter, donc l'oxygène, d'abord un petit rappel, je vais juste m'amuser à titre d'exercice à remplir les 3 premières lignes ici. Donc vous avez le Z pour l'oxygène, n'importe quel isotope de l'oxygène naturel qui vaut 8. Le nombre de masses, vous le lisez en exposant, c'est respectivement 16, 17, 18. Et le nombre de neutrons, c'est toujours calculé par la même expression qui est A-Z. C'est donc 16-8, 17-8, 10-8. P ici, en pourcentage, c'est ce qu'on appelle la population. Et la population, où c'est aussi l'abondance naturelle dans le tableau qui est là. Donc exprimé en pourcentage, c'est 99,762. Ici, c'est 0,038 et 0,2%. Et dessous, ce sont les masses en U. C'est la masse en U de 1 atome d'oxygène 16. Et ça, c'est la masse en U, et ce n'est rien d'autre que la même masse molaire en grammes par mol. Revoir ce qu'on a dit avant. Donc si ça c'est quelque chose qu'on peut déterminer aussi grâce à la spectrométrie de masse, grâce aux travaux de Thomson. Les techniques qu'il nous a léguées permettent de mesurer avec la plus grande précision possible, avec une très grande précision, les masses des atomes. Donc vous avez ici les masses de 1 atome. Alors vous voyez quand on dit ce nombre-là, grand A, qu'on appelle le nombre de masse, c'est que vraiment ce nombre-là correspond quasiment à la masse réelle du noyau. Alors le différentiel est dû en particulier à l'histoire. Alors d'abord, la masse d'un proton et d'un neutron, c'est pas exactement 1U, c'est un petit peu plus que ça, c'est 1,00 quelque chose. Et puis en plus, il y a la relation d'Einstein, E égale mc2, qui fait que dans les noyaux, il y a conversion de la masse en énergie. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc toujours est-il que ce nombre de masse, ici, grand A, il est à peu près égal à la masse de l'atome en U. Donc là, vous avez, si on n'était pas très précis, ça serait exactement ça. On se contenterait de dire que pour l'oxygène 16, c'est 16. L'oxygène 17, sa masse, c'est 17. L'oxygène 18, sa masse, c'est 18. Si maintenant, je veux calculer la masse molaire de l'oxygène naturel. Donc ce que je veux ici, c'est la masse molaire de l'oxygène naturel. Comment est-ce qu'on va faire? Ça va vous donner, je vais appeler ça ici l'espèce 1, l'espèce 2, l'espèce 3. Donc c'est la population de l'espèce 1 que multiplie la masse de l'oxygène 16 plus la population de l'oxygène 16 que multiplie la masse de l'oxygène 17 plus la population de l'oxygène 18 fois la masse de l'oxygène 18. Et donc la masse de l'oxygène naturel, si vous faites ça, compte tenu que... alors oui, et tout ça, excusez-moi. Si j'ai mes populations en pourcents, tout ceci, vous devez le diviser par 100. Voilà, puisque j'ai mis mes pourcentages, mes populations, je les ai exprimées en pourcents. Donc je dois diviser par 100. Et donc la masse molaire, compte tenu du fait que la population de l'oxygène 16 domine l'échantillon. On a quasiment 100% de l'oxygène 16, et donc la masse que vous allez trouver ici, c'est à peu près la masse de l'oxygène 16, puisque l'oxygène naturel est dominé par l'oxygène 16.
Donc ici, vous allez trouver 15,999 grammes par mol. Vous aurez des exos là-dessus avec le bore ou le beryllium, je ne sais plus. Alors il me reste 10 minutes pour avancer un peu. Le troisième paragraphe est consacré à l'atome d'hydrogène et à sa structure électronique. Et j'ai plein de choses à vous dire sur l'atome d'hydrogène et sa structure électronique. Plein. C'est l'élément le plus simple de l'univers. C'est l'élément le plus simple, c'est le premier élément du tableau périodique. Et donc l'hydrogène possède un électron. Et son noyau est constitué de un proton. Pour l'instant, je ne regarde que l'isotope hydrogène, véritablement. Donc il a, on l'a déjà dit, un proton, un électron, 0 neutron. La physique quantique nous dit que cet électron possède des propriétés singulières. Avec entre autres la notion de dualité onde-particule. Et puis on va voir d'autres propriétés, plus etc., qu'on dévoilera au fur et à mesure. Donc dualité de particules, et etc. Donc je vais dévoiler au fur et à mesure. Oui, ce que je vais rajouter aussi quand même, j'aurais dû juste rappeler qu'en particulier, il faut voir un électron, il faut le regarder comme étant un nuage électronique. Et dans les caractéristiques, on a dit que la masse du proton, c'est à peu près 1800, alors c'est même 1866 fois la masse de l'électron. Si vous prenez toutes les décimales que vous pouvez, enfin si vous prenez les nombres précis, des masses précises, vous allez trouver 1866. Bon, alors l'hydrogène, c'est un truc fascinant, c'est un élément fascinant. Souvent on croit qu'il fait des liaisons chimiques extrêmement basiques, que c'est sans grand intérêt, que son seul intérêt c'est de saturer les carbones ou d'autres éléments avec des hydrogènes, donc ça permet de saturer la structure électronique. En fait c'est vraiment fascinant, et il y a même encore aujourd'hui, il y a surtout même aujourd'hui des applications technologiques qui peuvent tirer parti de l'atome d'hydrogène. Alors l'hydrogène on le connaît surtout sous sa forme moléculaire, H2. Et l'hydrogène moléculaire est très inflammable. Donc c'est un gaz qui est très inflammable, et c'est sous cette forme-là qu'on connaît principalement l'hydrogène. Donc donc l'H2, l'hydrogène H2 plus de l'oxygène, vous mettez une étincelle et ça crée de l'eau, d'accord ? Ça se recombine pour faire de l'eau, mais la contrepartie, c'est que ça se fait cette réaction avec un très fort dégagement de chaleur. Donc ici, il y a un très fort dégagement de chaleur. De 186 kJ par mol, ce qui n'est pas rien. Alors il y a eu des applications au début du XXe siècle du fait que l'hydrogène est plus léger que l'air, la densité du gaz, la densité de H2 est faible. La densité de H2 gaz est faible. Et donc ça a donné naissance à ce type d'application, ici, qui sont les ballons dirigeables gonflés à l'hydrogène.
Donc ça, c'est malheureusement un cas assez célèbre dans l'histoire. C'est le dirigeable Hindenburg. C'était le fleuron de l'armada de dirigeables de l'Allemagne au début du XXe siècle. Et à cette époque-là, ces ballons étaient gonflés avec de l'hydrogène, alors qu'aujourd'hui on les gonflerait plutôt avec de l'hélium. Mais récupérer de l'hélium, remplir un ballon comme ça d'hélium, c'est pas si évident. C'est pas si évident. En tout cas, technologiquement, à cette époque-là, c'était pas évident. Alors que fabriquer de l'hydrogène moléculaire et donc l'isoler, c'est beaucoup plus facile. Je ne peux pas rentrer dans la chimie du truc, mais c'est beaucoup plus facile. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est facilement inflammable et qu'il y a un fort dégagement de chaleur. Et ça, c'est un accident qui s'est vraiment passé. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de morts, puisque ça transportait des passagers. Il y avait une nacelle dessous relativement grande, et ça transportait pas mal de passagers. Et c'était avant les avions, évidemment. Et donc, ce dirigeable a brûlé. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui a provoqué l'étincelle, mais ce dirigeable a brûlé avec tous ses passagers à bord. Donc, ça, c'est une illustration malheureuse des propriétés inflammables de l'hydrogène moléculaire. C'est une forte source d'énergie, et en plus, c'est une source d'énergie vertueuse. C'est une source d'énergie vertueuse puisque, comme vous pouvez le voir, ça dégage de l'eau. La combustion, lorsqu'elle est totale, la combustion dégage de l'eau, et non pas du dioxyde de carbone et toutes les cochonneries de nos moteurs à explosion. Dioxyde de carbone, composés azotés, etc. Ça dégage de l'eau. Et donc, il y a plus que des prototypes, il y a des voitures qui peuvent rouler à l'hydrogène. Alors, ça pose des problèmes de sécurité du stockage de l'hydrogène dans des réservoirs qui ne peuvent pas être percés, qui sont hyper solides. Il ne faut pas que les réservoirs puissent être percés lors d'un accident, par exemple. Sinon, ça explose. Donc, il y a des problèmes de sécurité. Mais en tout cas, l'hydrogène est une magnifique source d'énergie et une source d'énergie propre. Et donc, il y a des moteurs qui existent et qui peuvent exploiter ça. Donc ça, c'est l'application technologique actuelle. Et je vais finir là-dessus. Je vais vous en dire 2 mots avant qu'on se quitte. Ne pliez pas, ça va me fâcher sinon. Ce qui est intéressant aussi avec l'hydrogène, c'est comme n'importe quel atome, l'hydrogène peut émettre de la lumière après avoir été excité. Et là, je vous donne 2 exemples d'excitation. Le premier exemple à gauche, c'est une lampe à hydrogène. Donc c'est comme une lampe à néon, c'est le même principe. Une lampe à néon, comme son nom l'indique, normalement, il y a du néon à l'intérieur, du gaz néon. Et là, vous avez du gaz hydrogène dans un tube de verre. Donc vous avez un tube de verre. Vous mettez, toujours pareil, vous alimentez avec une source énergétique, une source d'électricité. Et qu'est-ce qui se passe ? Le tube s'allume, ça émet de la lumière. Donc vous avez ici une émission de lumière. Alors dans cet exemple-là, ça a l'air un peu rose, mais en fait c'est une lumière qui est rouge-orangée. Et il y a une autre façon d'observer cette émission, c'est qu'il existe des gaz d'hydrogène, des nuages d'hydrogène plutôt, dans le milieu interstellaire. Alors le MIS ici, c'est le milieu interstellaire. Il y a des gaz d'hydrogène dans le MIS, dans le milieu interstellaire. Et lorsqu'on observe ces gaz d'hydrogène avec un télescope, ces gaz d'hydrogène apparaissent comme étant eux aussi rouge-orangé. Donc ici, l'excitation, la source de l'excitation, c'est le courant électrique, à gauche, dans la lampe à hydrogène. Et là, la source d'excitation, c'est la lumière des étoiles. Qui sont derrière le nuage d'hydrogène. Donc vous avez les étoiles, enfin autour et derrière le nuage d'hydrogène. Donc les étoiles excitent d'une façon ou d'une autre, excitent les atomes d'hydrogène. Et dans les 2 cas, l'émission de lumière est liée à la désexcitation. Donc l'émission de lumière est liée dans les 2 cas à la désexcitation des atomes d'hydrogène. Donc l'émission
de lumière est lié à la désexcitation des atomes d'hydrogène. Donc ces deux manifestations différentes de ces propriétés d'émission de lumière. Et la lumière, la couleur dominante qui a été mise, c'est toujours du rouge orangé. Donc ça, vous reverrez aussi des choses comme ça dans le module lumière et couleur. D'accord ? Et donc cette partie-là, très rapidement, je la considère comme un prérequis. Je vous en dirai quand même quelques mots complémentaires au début du cours, le cours normal de cette semaine, qui sera vendredi 7h45 en Grignard ou le Châtelier, je ne sais plus lequel des deux. Regardez vos emplois du temps. Nous nous revoyons vendredi et vos TD de chimie commencent cette semaine. Suivant le groupe, là aussi, regardez vos emplois du temps. Normalement, on a vérifié que pour la première semaine, tout est bien dans les clous. Vous avez une salle pour chaque groupe. Les enseignants sont attribués à chaque groupe. Enfin voilà, il ne devrait pas y avoir de problème pour le démarrage des TD de chimie au créneau indiqué dans l'emploi du temps en ligne. Bonne semaine, à vendredi.